Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va un peu secouer vos certitudes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Thomas, notre expert en neurosciences cognitives. Salut Thomas. Bonjour Sarah, ravi d'être là pour parler de ce qui se passe vraiment sous votre crâne. Alors Thomas, on entend ce mot partout depuis quelques années. Neuroplasticité. C'est devenu le Graal du développement personnel. On nous dit qu'on peut apprendre le mandarin à 40 ans, qu'on peut se mettre au piano, qu'on peut tout changer. C'est toujours présenté comme quelque chose de positif, d'incroyable. Mais toi, aujourd'hui, tu es venu nous dire que ce mécanisme a une face sombre. Une face cachée, très très sombre. Exactement Sarah. Et c'est même pire que ça. La neuroplasticité, ce n'est pas le pouvoir d'apprendre des choses géniales. C'est simplement la capacité biologique du cerveau à se reconfigurer en fonction de l'expérience. C'est un mécanisme neutre. Le cerveau, lui, il s'en fiche complètement de savoir si ce que tu apprends est bon pour ta santé mentale ou si c'est en train de te détruire. Il applique juste une règle biologique fondamentale. C'est ce qu'on appelle la loi de Hebb, c'est ça? C'est la base absolue. Donald Hebb, 1949. La phrase clé à retenir, c'est « Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble ». En anglais, « Neurons that fire together, wire together ». Ça veut dire quoi? Imagine que ton cerveau est une forêt vierge, immense, dense, impénétrable. Si tu dois traverser cette forêt pour aller d'un point A, disons une situation stressante, à un point B, ta réaction émotionnelle, tu vas devoir frayer un chemin. La première fois, c'est dur. Tu as une machette, tu coupes des branches, tu galères. C'est lent. D'accord, donc ça c'est la première fois que je réagis à une situation. Voilà. Mais si tu empruntes ce même chemin tous les jours, si tous les jours, face à une difficulté, tu choisis le chemin « je suis nul » ou le chemin « c'est une catastrophe », qu'est-ce qui se passe dans la forêt? L'herbe ne repousse plus. Le sol se tasse. Les branches s'écartent. Petit à petit, ce qui était un sentier difficile devient une route de terre battue. Puis une route départementale. Et si tu continues, ça devient une autoroute à 6 voies. C'est ça, la neuroplasticité. C'est la myélinisation des axones. On construit physiquement une infrastructure pour que l'information circule à la vitesse de la lumière. Donc si je comprends bien, quand je passe mon temps à ruminer ou à me dévaloriser, je ne suis pas juste en train de passer un mauvais moment. Je suis en train de faire du terrassement dans mon cerveau? Tu es le chef de chantier de ton propre malheur. C'est brutal, mais c'est la réalité biologique. Quand tu répètes une pensée négative, tu réduis la résistance électrique entre les neurones impliqués dans cette pensée. Tu rends le malheur plus efficace, plus rapide, moins coûteux en énergie pour ton cerveau. Ton cerveau est une machine à économiser de l'énergie. S'il y a une autoroute pour la dépression et un petit sentier broussailleux pour l'optimisme, devine quelle route il va prendre par défaut. L'autoroute, évidemment. C'est terrifiant dit comme ça. Ça veut dire qu'on s'entraîne à être malheureux comme on s'entraîne pour un marathon? C'est exactement le même processus physiologique. Tu deviens un expert, un virtuose de l'anxiété, un Mozart de la plainte. Tu as répété tes gammes de stress tellement souvent que tes doigts, tes neurones, jouent la partition tout seuls, sans même que tu aies besoin d'y penser consciemment. Passons à la deuxième partie, Thomas. On a compris le concept de l'autoroute. Mais concrètement, quels sont les pièges du quotidien? Parce que j'imagine que personne ne se lève le matin en se disant « Tiens, je vais construire une autoroute vers la dépression aujourd'hui ». Non, c'est insidieux. Le piège numéro 1, c'est la plainte chronique. On pense que râler, ça soulage. On appelle ça ventiler. Ah, il faut que je vide mon sac. Grosse erreur. Neurobiologiquement, c'est une catastrophe. Quand tu te plains, ou quand tu écoutes quelqu'un se plaindre en hochant la tête, tu actives tes neurones miroirs et tu baignes ton cerveau dans le cortisol, l'hormone du stress. Attends, même écouter les autres se plaindre? Absolument. C'est du tabagisme passif neuronal. Mais restons sur ton cerveau à toi. Le problème, c'est que le stress chronique, ce cortisol qui inonde ton système, il a un effet toxique sur une zone très précise, l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le siège de la mémoire, mais c'est aussi essentiel pour la régulation émotionnelle et l'apprentissage. Des études ont montré que chez les personnes qui sont dans la plainte ou la dépression chronique, l'hippocampe rétrécit physiquement. On parle d'atrophie. Wow! Donc on perd de la matière grise? On perd de la densité synaptique, oui. Et pendant que l'hippocampe rétrécit, une autre zone fait de la musculation, l'amygdale. L'amygdale, c'est le détecteur de fumée du cerveau. C'est le centre de la peur, de l'anxiété, de la réaction de survie. Plus tu t'inquiètes, plus tu actives l'amygdale. Plus tu l'actives, plus elle grossit. Plus elle grossit, plus elle devient sensible. C'est un cercle vicieux. Au début, ton amygdale se déclenche pour un ours qui t'attaque. À la fin, après des années d'entraînement à la neuroplasticité négative, elle se déclenche parce que ton collègue n'a pas mis de smiley dans son email. C'est ça le catastrophisme dont tu parlais dans tes notes? Exactement. Le catastrophisme, c'est quand ton amygdale hypertrophiée détourne le signal. Tu ne vois plus la réalité. Tu vois une version déformée par la peur. Et le pire, Sarah, c'est que tu deviens accro à ça. Accro au malheur? Accro à la chimie que ça produit.
Le cerveau cherche l'homéostasie, l'équilibre. Si ton état normal, c'est un niveau élevé de stress et de cortisol, ton cerveau va chercher à maintenir ce niveau. Si tu as une journée calme, bizarrement tu vas te sentir mal. Tu vas chercher un problème, tu vas créer une dispute ou te rappeler un vieux dossier, juste pour faire remonter ton niveau de stress à son point de consigne habituel. Tu ne penses pas juste des choses tristes. Tu as construit un cerveau qui a besoin de sa dose de tristesse pour fonctionner normalement. C'est fascinant et en même temps complètement déprimant. On est prisonnier de notre propre architecture. On est prisonnier tant qu'on ne comprend pas que c'est nous qui tenons la truelle et le ciment. Mais avant de parler de reconstruction, il faut comprendre à quel point c'est profond. Je veux parler de la douleur fantôme. Comme pour les personnes amputées? C'est le parallèle parfait. Quand une personne perd un bras, il arrive qu'elle sente encore une douleur atroce dans ce bras qui n'existe plus. Pourquoi? Parce que la carte neurale du bras est toujours dans le cerveau. Les neurones qui disaient « j'ai mal au bras » sont toujours là, et ils continuent de s'activer par habitude, par connexion croisée. Eh bien, on peut avoir des douleurs émotionnelles fantômes. Tu veux dire qu'on peut souffrir d'une situation qui n'existe plus? Ou qui n'existe pas encore. Prends l'échec. Si tu as passé 10 ans à te sentir nul, à échouer ou à te faire rabaisser, ton cerveau a cartographié l'échec comme une réalité corporelle. C'est devenu une posture, une tension dans la nuque, une boule au ventre. C'est un réflexe. Si demain tu réussis quelque chose de formidable, ton cerveau va bugger. Il ne reconnaît pas le signal. C'est le syndrome de l'imposteur, non? C'est la version neurologique du syndrome de l'imposteur. Ton cerveau va essayer de ramener la réalité à ce qu'il connaît. Il va générer de l'anxiété en pleine victoire. Il va te dire « attention, danger », alors que tout va bien. C'est une douleur fantôme. Tu as mal à un échec qui n'est pas là. Le cerveau simule la douleur parce que c'est son programme par défaut. Il anticipe la chute avant même que tu aies trébuché. C'est de la prédiction. Le cerveau est une machine à prédire, pas une machine à voir la vérité. Et si ces données d'entraînement sont pourries, ces prédictions sont pourries. Donc, on est là, avec notre hippocampe atrophié, notre amygdale bodybuildée et nos douleurs fantômes. Le tableau est noir, Thomas. Très noir. Mais tu as promis une partie responsabilisante. Comment on fait? Comment on casse le béton de cette autoroute? On ne casse pas l'autoroute avec de la dynamite, Sarah. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas effacer une connexion neuronale juste en le voulant. Le seul moyen, c'est de construire une autre route et de laisser l'ancienne à l'abandon. Si tu arrêtes d'entretenir l'autoroute, les ronces vont finir par repousser. L'asphalte va craquer. C'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique ou synaptic pruning. Mais pour ça, il faut détourner le trafic. Et c'est là qu'on parle de contre-câblage? Oui. Et je préviens tout de suite, ce n'est pas agréable. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils essaient la pensée positive de jour, ils voient que ça sonne faux et ils arrêtent. C'est normal que ça sonne faux. Tu es en train d'essayer de marcher dans la jungle avec une petite cuillère alors qu'il y a une autoroute confortable juste à côté. C'est ce que tu appelles la friction cognitive? Exactement. La friction, c'est l'effort conscient, pénible, désagréable de refuser la pensée automatique. C'est le moment où tu as envie de hurler sur ton conjoint parce qu'il a laissé traîner ses chaussettes. C'est l'autoroute. Et où tu t'obliges physiquement à fermer ta bouche, à respirer et à formuler une phrase constructive. Ça fait mal, littéralement. Ton cerveau hurle, mais non, prends l'autoroute de la colère, c'est plus simple. Donc il faut accepter d'être mal à l'aise. Il faut embrasser l'inconfort. Il faut voir cet inconfort comme la preuve que le travail se fait. Si c'est facile, tu ne changes rien. Si tu as l'impression de mentir un peu ou de forcer le trait, c'est que tu es en train de défricher le nouveau sentier. Prenons la gratitude. C'est devenu un mot tarte à crème, le journal de gratitude. Mais neurobiologiquement, c'est une arme de guerre. Une arme de guerre, carrément? Oui. Parce que l'évolution nous a programmés pour voir le danger, le négatif. C'est le biais de négativité. Pour survivre dans la savane, il vaut mieux voir un lion qui n'existe pas que de rater un lion qui existe. Donc voir le positif, ce n'est pas naturel, ça demande un effort métabolique. Quand tu t'obliges, chaque soir, à trouver 3 trucs qui se sont bien passés, tu forces ton cerveau à scanner ton environnement pour chercher une nouvelle donnée. Tu allumes une torche dans le noir. Au début, tu ne trouves rien, tu te dis « ma vie est mieux ». Mais tu insistes, tu cherches. Ok, le café était bon. Ok, il y a eu un rayon de soleil. C'est tout petit? C'est minuscule. Mais tu viens de poser la première pierre du nouveau chemin. Tu as forcé des neurones à s'activer ensemble sur un motif de satisfaction. Si tu le fais demain, après-demain, pendant 45 jours, 60 jours, tu vas myéléniser ce circuit. L'hippocampe va reprendre du volume. Le cortex préfrontal gauche, associé aux émotions positives, va s'épaissir. Et un jour, sans faire d'effort, face à une situation neutre, ton cerveau va automatiquement te proposer une interprétation positive. L'autoroute aura changé de place. C'est donc une question de répétition, bête et méchante? De répétition, d'intensité et de concentration. Il n'y a pas de magie, il n'y a que de la biologie. Tu es l'architecte, mais tu es aussi le maçon. Et le maçon, il a mal au dos, il a froid, et c'est lent. Mais à la fin, tu as une maison solide. Si vous voulez arrêter d'être malheureux, arrêtez de vous entraîner à l'être. Arrêtez de pratiquer le catastrophisme comme un sport olympique. Bloquez la plainte, forcez la gratitude. Câblez votre cerveau pour la résilience, pas pour la victime. Le message est clair, Thomas. C'est dur, mais c'est possible. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur la mécanique de nos humeurs. Merci à toi, Sarah. Et n'oubliez pas, votre cerveau est plastique. À vous de choisir la forme que vous voulez lui donner.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, surveillez vos autoroutes.